Ils sont déjà installés dans ce studio. Laurent Roland Tonekes à ma droite, Adrien Tchomakou à ma gauche. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Lagua, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour, Maurice Lagua. Bonjour à toutes et à tous. Maurice Lagua, je pense que c'est le grand retour. Oui, le grand retour. Inch'Allah, vous m'avez manqué, mais c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci pour le job, merci pour le temps consacré tout le temps. Et merci à Ahmed Arepa également qui a assuré grâce à vous, grâce à tout ce que vous lui avez transmis comme énergie. Donc, on va y aller avec le matinal. Le matinal aujourd'hui quand même qui affiche un sujet préoccupant à sa manchette et qui nous parle des berges et rives des plans d'eau. Les occupants sommés de libérer les espaces. Laurent Roland Tonekes. Oui, je crois que quand on regarde un peu les berges lagunaires, les rives d'eau dans notre pays, des citoyens ont élu domicile dans ces espaces et d'abord, il faut préciser que ces occupations parfois sont à l'origine des inondations qu'on observe ça et là dans certaines localités. Mais au-delà de tout, il y a la pollution, bien évidemment, des plans d'eau, bien évidemment. Et donc, dans ces conditions, le gouvernement est en train de travailler à assainir l'espace public au Bénin. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui qu'on les rappelle à l'ordre parce que ce qu'on observe au niveau de nos berges, ça déçoit. Vous allez voir... Ça déshonore, voilà, merci. Quand vous quittez, je donne un exemple, quand vous quittez Fifadi pour venir jusqu'à la limite du stade Général Mathieu Kékou derrière, toute la berge fait corps avec le lac d'eau. Oui, et des populations sont là, parfois illégalement, ou certains légalement, parce que il faut préciser que certains sont autochtones du Cotonou et donc sont là depuis des années. Seulement que la manière dont les espaces se sont occupés, ça laisse à désirer. Vous allez dans la région d'Akwakwa, vous longez la berge également, vous allez voir que ce qui s'y passe n'est pas bien. Les plans d'eau sont souillés, des déchets sont versés au quotidien dans le lac et puis il va falloir travailler à ces niveaux. Moi, je crois que j'ai été dans certains pays, c'est vrai que pas un pays africain, mais regardez quand on a dit lac, mais quand au bord du lac, vous regardez, vous voyez la profondeur de l'eau. On voit le fond. Le fond, vous voyez ce qui se passe dedans. Wow. C'est-à-dire, c'est tellement propre que, écoutez, même à l'ambacadère de Kawi ici, je crois qu'il faut travailler aussi là, à dégager un temps soit peu les personnes, parce que il y a une insalubrité notoire qu'on observe. Et un pays qui se veut bientôt un pays assez touristique qui va engager des ressources à travers le tourisme, doit pouvoir travailler à assainir les berges. Assainir les berges en faisant en sorte que moi, puisque je crois que ça doit faire partie des projets de gouvernement, des projets de gouvernement, c'est faire en sorte que au niveau de la berge lagunaire, qu'on donne des espaces à des privés qui peuvent installer des centres, c'est-à-dire ça peut être un bar, ça peut être, il y a quelqu'un qui a fait une expérience assez intéressante au fait. Que ça se fait un peu vers Paou, où les gens achètent des terres au bord de l'eau. Et travaille là. Il y a même quelqu'un qui a fait ça en face du campus, je ne citerai pas son nom, mais c'est un peu en face du campus, vous rentrez. Il a fait un genre d'hôtel sur l'eau et ça participe à l'entretien de l'espace au quotidien. Par contre, vous allez un peu plus loin, vous allez voir quelqu'un qui a installé un poulailler au bord de la berge lagunaire et déverse au quotidien les déchets. Ça, c'est au niveau du Carrefour. Je ne sais pas si le poulailler est encore là, mais il a mis un poulailler là. Ça, c'est une pollution. Voilà. Et au quotidien, les déchets sont déversés dans le lac. Bien, donc, et ça participe de la pollution de nos plans d'eau. Il va falloir travailler à cela. Et je crois que tous ceux qui se retrouvent dans cette situation, les berges, au niveau des plans d'eau, tous ceux qui se retrouvent à ce niveau, qui y sont de façon illégale, ou en tant qu'autochtones? Non, les autochtones, on comprendra. C'est-à-dire qu'il va falloir redéfinir les marges de manœuvre. Mais ceux qui sont allés s'installer de façon illégale, ceux qui sont prêts à aller acheter des bas-fonds qui font quoi avec le lac et qui vont s'ériger leur domicile, doivent pouvoir comprendre que avec ce gouvernement, on ne s'amuse pas. Une fois que vous avez l'ultimatum, prenez vos dispositions et quittez. Il ne faut pas que quelqu'un sans tête, le jour où on va les casser, ils vont venir jouer sur l'émotion des populations. Et pleurer sur les renversés, comme on le dit. Voilà. Il y a quelques années quand même déjà, le gouvernement a donné le ton en assainissant la berge lagunaire. Je pense que c'est bien sous le régime Talon, la berge du Tokpa, où les gens ont été dégagés. Ça a été fait d'abord sous un régime où on a vu le président Soglo
les populations appelaient le président Soglo au secours, mais après, toute la Belge a été nettoyée au niveau du marché de Dantokwa notamment, et puis on voyait clair, mais après, les populations, vous savez, comment dire, la nature a horreur du vide lorsque vous aménagez les espaces et que vous dégagez les espaces, que vous ne les aménagez pas, vous ne les occupez pas, les populations sont tentées d'y revenir parce qu'elles ont cultivé des habitudes données sur ces Belges-là. Que pensez-vous donc de cette disposition? Et le délai est donné, c'est le 31 mai prochain. Oui, 31 mai prochain, c'est déjà dans quelques jours. En fait, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est quoi? C'est que sous les 2 derniers régimes, les régimes précédents, je vais parler du régime de Thomas Boni Yahi et aussi du régime du général Mathieu Kérékou, pourquoi pas de Soglo aussi. Donc, sous ces régimes, les gouvernants ont toujours souhaité que les gens quittent, que les gens vident les lieux, que les gens quittent les Belges lagunaires. Mais ça n'a jamais été respecté. Puis, bon, évidemment, quand les gouvernants de cette période donnent de la voix, quelques moments après, on voit que bon, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un accompagnement et le gouvernement aussi ne met pas la pression pour faute de politique. Pour la rigueur qu'il faut. Oui, on se dit que bon, il faut quand même voir comment faire pour se faire réélire, passer par toutes les voies politiques pour ne pas trop emmerder les populations. Mais je pense qu'on relâche. Je pense que Patrice Talon, le gouvernement de la rupture, imprime toujours ses marques et vous devez constater que sous Patrice Talon, il n'y a pas quelque chose à prendre à la légère. Patrice Talon, il y a environ 2 ans, effectivement, le gouvernement avait donné de la voix. Ils ont demandé à ce que les gens vident les Belges. On a constaté que les gens ont effectivement quitté, ou du moins le gouvernement les a contraints à dégager tous les Belges du côté, l'espace qui se trouve au niveau de Dantokwa. En face, la Belge lagunaire au niveau de Dantokwa, sous le pont. On a constaté un assainissement inédit. Et la répression, on l'a tout suivi et nous avons applaudi puisque moi, j'ai apprécié ça. Et vous allez là-bas maintenant, ça fait bon vivre. Vous savez, les Belges, en réalité, constituent des opportunités touristiques. Quand vous allez à Abidjan, il y a un lieu qu'on appelle Blocus. Blocus. Oui, à Abidjan, ça s'appelle Blocus. Quand vous allez, mais c'est la belle vie. Vous voyez les choses. La vie est bloquée là-bas. C'est-à-dire, la vie est belle. C'est au bord de la berge que vous prenez siège, vous prenez votre pot, vous prenez tout ce que vous voulez, de la viande. Vous avez du plaisir. Et puis, il y a l'air qui circule. Il y a de l'air pur. Donc, vous encouragez donc, le ministre de l'Environnement à avancer. Le ministre de l'Environnement n'a qu'à continuer, n'a qu'à avancer. Il n'y a pas question de reculer. C'est que, écoutez, je vous donne un exemple. Il y a notre confrère, un journaliste, l'actuel chargé de communication de la mairie de Ouida. Oui. Il a aménagé les espaces, les bases qui sont du côté de, comment on appelle, de Paou, très bien. Et c'est bon. Il a érigé un petit hôtel et où il faut payer des tickets pour visiter. Et c'est bon, c'est joli. C'est touristique et c'est bon. Moi, je pense que le gouvernement peut utiliser autrement ces espaces anarchiquement occupés par les populations. Même si les populations estiment que c'est leur propriété privée, que le gouvernement les dédommage, si les preuves sont établies qu'effectivement c'est leur propriété, que c'est leur espace, ils sont autochtones, il faut que le gouvernement mette les moyens à leur disposition ou les reloge quelque part, afin qu'on puisse mettre en valeur ces bêches. C'est le lieu de s'interroger, Laurent Roland-Tony, sur comment en est-on arrivé à ce stade-là où on a laissé les populations, on est parti, on prend tout comme le social et on ne veut pas, donc l'État ne veut pas prendre ses responsabilités au point où les populations aujourd'hui se sentent un peu brimées parce que parfois elles n'ont pas où aller, alors que l'aménagement de la ville de Cotonou et ses environs existe, il y a un plan d'aménagement. Je ne sais pas comment les choses se sont passées. Il y a un facteur peut-être que je vais évoquer qui va vous surprendre. Vous savez, par le passé, les gens se souciaient de leur popularité.
et par conséquent, on pourrait plutôt permettre aux populations. Et d'ailleurs, quand je parle des autochtones de Cotonou, bien évidemment, je crois que le jour où il y a élection à Cotonou pour le 8 janvier 2023, j'ai surpris des autochtones de Cotonou à Menontin qui disaient sur la liste du parti progressiste, Union progressiste, qu'il n'y avait pas pour autant d'autochtones de Cotonou et qu'on a amené des étrangers. Et donc, de ce point de vue, que les autochtones en bloc ont refusé de voter pour ces partis de la mouvance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir que, à l'époque, les différents régimes qui sont passés ne voulaient pas toucher les populations parce qu'on se dit, si on les touche maintenant, s'il y a élection, ils ne vont pas voter pour nous. Mais vous avez un chef d'État là qui se fout pas mal de votre popularité en réalité. Et donc, que vous votiez pour lui ou pas, il s'en fout, il continue son travail. Et donc, c'est ça peut-être qui fait la force de Patrice Talon aujourd'hui. Si Patrice Talon était peut-être, et c'est en cela que peut-être je peux le comprendre, c'est-à-dire que si Patrice Talon était comme les autres, qui se soucient considérablement tous les jours de leur popularité, je suis sûr qu'il y a des actions que son régime n'oserait pas engager depuis 2016. Mais il a dit, tout ce qu'il fait peut le rendre impopulaire, pourvu que cela rende service à la communauté à long terme. Et donc, en l'état, c'est ce que je peux comprendre à travers cette situation. Puisque vous avez évoqué la question du social, oui, on a passé du temps à se complaire, à dire qu'il faut faire du social, il faut avoir pitié des populations. Il y a des populations pauvres, et par conséquent, si on les casse maintenant, où est-ce qu'ils vont aller? Elles vont aller, pardon. Et réellement, des populations choisissent délibérément d'aller s'installer au niveau de ces berges-là, illégalement, alors qu'en réalité, ils avaient la possibilité de se battre pour vivre ailleurs. Il y a même des gens qui ont l'argent, au lieu d'aller acheter des terres fermes pour construire, ils préfèrent aller acheter les bas-fonds remplis pour bloquer le circuit de l'eau. Donc, dans ces conditions, à un moment donné, il fallait à un moment donné prendre des décisions, affronter la masse et aller loin, parce que c'est pour la postérité que nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour le présent. Donc, je suis au regret de dire que oui, les populations doivent pouvoir comprendre. Vous avez en face de vous un chef d'État qui se soucie pas mal, qui se fout pas mal de vous. Est-ce que vous votez pour lui ou pas, il s'en fout, il continue à faire son travail. Donc, il ferait mieux d'obtempérer le plus rapidement possible parce qu'ils seront dégagés. Et nous, peut-être, parfois, par le passé, on a peut-être eu un peu de compassion pour eux. On évoque la question pour dire qu'il faut avoir la clémence du chef de l'État, la clémence du gouvernement. Mais jusqu'à quand allons-nous demander la clémence du gouvernement alors qu'en réalité les plans d'eau sont saturés, sont pollués et les poissons en réalité, parce que quand les plans d'eau sont saturés, vous allez voir des couches pour enfants, vous allez voir des déchets déversés dans le lac. Et quand c'est comme ça, les poissons qui y vivent, on ne mange plus par poisson, c'est en réalité. Et tout ça participe du cancer pour l'organisme humain. Parce que les poissons qui mangent ça développent d'autres choses. Et quand vous mangez aussi vous-même en tant qu'homme, vous développez des maladies qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, on parle de maladies rares, on parle de maladies qu'on ne connaissait même pas. Il y a 10 ans, il y a des maladies qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on commence à citer ces maladies. Je crois qu'il va falloir que chacun fasse ce qui lui revient pour que nous puissions continuer. Adrien Chobakou, dans la même veine, parlant toujours des dispositions à prendre par rapport aux populations, les 4 vérités de ce matin s'intéressent à la commune d'Abomey-Calavi. La SBE lance l'opération démantèlement des réseaux de fortune. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des régions qui ne sont pas alimentées par cette société et que les gens sont obligés de s'entraider. On parle de toile d'araignée, démantèlement de ces réseaux. La SBE annonce donc le démantèlement de ces réseaux dans la commune d'Abomey-Calavi. Je pense que la SBE est en train de se tromper de combat. Il est en train, elle, du moins, est en train de se tromper de combat parce que la réalité est là. Il y a combien, la réalité, c'est quoi? Il y a combien de compteurs SB2E à Abomey-Calavi, à Djago ici, à Betabo? Vous parlez de transformateurs? À part transformateurs là, c'est vrai, nous payons les lampadaires publics dont nous ne jouissons pas. Pourquoi? Parce que ça c'est devant toi ta maison. Moi c'est devant ma maison. Mais ce n'est pas devant la maison de tout le monde. Et ça ne peut ne pas être même devant la maison de tout le monde. Une chose est claire, nous avons encore besoin des poteaux dans les voies déjà tracées. Nous en avons besoin. Si dans ma maison, moi c'est évidemment, je ne dirais pas, pour être honnête avec vous, j'ai une maison. J'ai une maison à Djagbo et vous pouvez faire un tour. Il y a au total 12 compteurs dedans. Vous voulez quoi?
le poteau électrique est venu terminer. Le dernier poteau électrique, c'est devant ma maison. Donc, j'étais obligé d'accepter que tous ceux-là qui sont à 3 km de moi, à 2 km de moi, viennent mettre leur compteur dans ma maison. Alors, les gens vont tirer. Ils vont tirer avec quoi? C'est avec des fils, non? C'est de là maintenant on parle et des toits d'arrêt. Vous prenez votre caméra, venez chez moi, il y a 12 compteurs. Je ne parle pas de décompteurs. Hein. 12 compteurs appartenant à des différentes personnes. Donc vous êtes devenu, parce il faut que j'accepte. Vous êtes devenu papa bonheur. Mais comment vous allez faire? Et je vous dis, les décompteurs n'en comptent plus. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Vous voulez quoi? Les gens ont besoin de l'énergie électrique. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup. L'ABEN est en train d'électrifier beaucoup de ruelles, mais ce n'est pas encore ça. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, la société se trompe de combat. Non, il va falloir la SBDG doit revoir sa copie. La SBDG doit d'abord œuvrer à ce que nous ayons assez de poteaux dans les voies déjà tracées. Raccordement. Il faut beaucoup de raccordements. Beaucoup de raccordements. Parce que les poteaux, ils vont vous mettre des poteaux sans raccordement. On en a vu à Djagbo. On peut ne pas nous donner des lampadaires, mais faisons d'abord les raccordements et autoriser les gens, permettez aux gens d'avoir les compteurs. Si les gens, vous avez fait des raccordements, mais des journalistes sont dans mon quartier, ils n'ont pas l'énergie électrique. Ils sont obligés il y a la baisse de tension. Il y a la baisse de tension. Ces journalistes sont obligés d'adapter, comment vous appelez, l'énergie solaire. C'est ça. Je pense que donc, le problème est très profond. Ils doivent régler ça d'abord avant de raconter, de dire ce qu'ils sont en train de dire là. Le problème est profond. Mais le problème est profond. Ce qui vous souvient qu'on a fait un reportage juste à Djagbo à côté là, où il y avait des poteaux placés. Le raccordement est fait, mais ce n'est pas lié au transformateur, pardon, et les gens n'ont pas d'énergie. Les gens qui ont d'énergie, c'est dans la zone de Alomé. Parce qu'entre-temps, il y avait un ancien garde du corps, un des anciens gardes du corps, le Boniaï, qui était dans la zone, et il y avait un projet, il a pu raccorder, en tout cas jusqu'à ça, dans la maison, et ceux qui sont dans la maison ont pu avoir le compteur, dans la zone ont pu avoir le compteur, et ils ont dû faire recours à ce qu'on appelle les toiles d'araignée. Alors, quand vous prenez une décision comme ça, alors qu'en réalité, dans les localités, il n'y a pas de poteaux, alors qu'il n'y a pas de fil électrique sur les poteaux, bien évidemment, parce que parfois, ils mettent les poteaux et ils disent aux populations, on vient mettre le fil dans quelques jours, vous se raccordez, et c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois. Allez demander aux populations. Et d'ailleurs, même, on parle malheureusement d'Abo Mekalavi. Qui désormais a une ville à statut particulier. Où le maire devrait se préoccuper de cette situation. Attention. Et puis, bizarrement, cette commune qui compte n'appelait autrefois le dortoir, aujourd'hui, avec la démographie qui va de façon exponentielle, on a pu voir le nombre d'électeurs qu'on avait. Juste pour Caravissol, c'était plus de 500 000 pour la commune d'Abo Caravissol. Et là, vous vous rendez compte que même peut-être à 2 km ou 100 km, 1 km de Caravis-Centre, les gens ont du mal à avoir l'énergie électrique. Et vous levez un jour, vous sortez un communiqué pour dire que vous voulez mettre fin au toit d'araignée, alors que vous ne faites rien en amont. Moi, je pense qu'il y a un problème. Et comme il le dit, il se trompe de combat. Le vrai combat, c'est d'abord commencer par positionner les poteaux électriques, c'est de faire les raccordements et de permettre à ce que les gens dans leur localité, dans leur maison, aient le compteur électrique. Quand ils auront le compteur, vous allez maintenant faire le combat contre les toiles d'araignée. Parce qu'il y a des gens, au-delà de tout, même s'ils ont le raccordement, ils vont peut-être commencer par traîner. Et là, vous pouvez lutter contre ça. Mais vous ne faites rien, vous luttez. Si aujourd'hui, ils commencent par à éliminer les toiles d'araignée, d'accord, mais de quoi est-ce que les gens peuvent vivre en termes d'énergie électrique? Il n'y en a pas. Ou bien ils sont en train de dire clairement aux gens, faites recours à l'énergie solaire. Ok, si c'est ça, qu'on nous dise clairement et que les gens puissent recourir à ça, je crois qu'il y a un problème profond. Regardez, en peu de temps, le tronçon, la rue, autrement, avec les roues aujourd'hui, quand vous prenez la voie, tel que c'est éclairé aujourd'hui, vous voyez, quand je regarde ça, et que je regarde un peu comment ça se passe, déjà même, écoutez, il y a un autre problème. La centrale, M. Sento ou bien Golo Djibé, échangeur, regardez, il manque d'électricité. Il manque, il n'y a pas. Il n'y a pas sur la voie.
La dernière fois, quelqu'un m'a pris dans sa voiture, la personne me dit, mais finalement, j'ai du mal à conduire. Oui, j'ai du mal à conduire. Peu s'en fallait, il allait sur chaque fois sur le trottoir. Chaque fois. Central. Et donc, et là, nous avons un maire, nous avons un directeur régional de la SBDG. Ils ne font rien. Et le problème, c'est lutter contre je ne sais quoi. Je crois que les gens doivent pouvoir réorienter le combat. Réorienter le combat, Adrien Tchomakou, tu permets rapidement. Si vous prenez une facture d'électricité, sur la facture d'électricité, lisez bien. Moi, j'ai le compteur, comment vous appelez ça, A4 et le compteur conventionnel. Additionnel, c'est ça? Non, additionnel, ça c'est compteur A4. Prépayé. Prépayé, ça c'est à part. Puis vous prenez le relevé du compteur, comment vous appelez ça, conventionnel, lisez ce qui est écrit. On parle des frais d'électrification rurale. Oui. Vous comprenez? En fait, c'est prévu chaque fois. C'est prévu. On parle des frais et des lampadaires. Tout ça sur ça. Mais combien de personnes bénéficient des lampadaires? Vous prenez la voie principale qui rentre dans Adjabo, qui quitte Missesinto pour le cimetière d'Adjabo, qui est pratiqué par plus d'un. Il y a combien de lampadaires là? C'est pas éclairé? C'est pas éclairé. Il n'y a même pas de lampadaires. En fait, vous voyez ça? Dans mon quartier, là où moi je vis à Adjabo, là où j'ai une maison par exemple, et dans cette maison, il y a 12 compteurs. C'est moi j'étais obligé d'accepter. J'ai dit, ok, si ce n'est que pour la cause publique, venez mettre vos compteurs là. 12 compteurs. Et vous voulez quoi? Ils doivent régler ce problème d'abord. Oui, et puis je me pose la question de savoir les tâches d'électrification rurale qu'ils perçoivent depuis des années. Je me pose la question de savoir à quoi sert véritablement ces sous. Parce que... des milliards. Des milliards qui sont prélevés. Et ça, ces sous servent à quoi depuis des années? C'est-à-dire, le cas d'Adjabo que j'ai évoqué tout à l'heure, ils ont pris du temps. Ça a tellement traîné. On est descendu là, on a fait un reportage, un deuxième reportage. Et je crois que c'est à ce moment qu'ils se sont réveillés de leur sommeil pour venir maintenant faire le raccordement relié aux transformateurs qui se trouvent au niveau de la voie dans le tournant là. Et moi, je pense qu'il y a véritablement un problème à régler. Que ceux qui dirigent la SBDG. C'est vrai qu'on a fait recours à une expertise extérieure, mais est-ce que pour autant les choses ont véritablement changé sur certains aspects? Des choses ont changé. C'est le moment quand même d'évoquer par exemple cette façon-là de distribuer les factures le jour où il faut payer. Ça dit que le délai c'est le 29 mars et c'est ce jour-là que l'agent de SBE vous amène votre facture. Il y a de ces agents qui reçoivent les factures à distribuer, mais qui peut-être... qui les entassent chez eux. Oui, et qui vont faire autre chose d'abord. Et c'est vers le dernier jour qu'ils viennent vous voir pour déposer les factures. Et quand vous parlez... Et on vous dit qu'il n'y a plus de délai pour payer les factures, qu'il n'y a plus de délai. Mais les gars, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils vont déposer la facture, ils font le jeu là, et ils envoient derrière, puisqu'ils savent que c'est demain le dernier, ils envoient leur gars qui coupe là. Leur gars qui coupe là, leur ami pour dire bon, on va couper. Et ils savent que c'est là, vous pouvez peut-être chercher à négocier. C'est toute une stratégie. Et je crois que le nouveau DG, comment on appelle, Zagronic. Moi, je ne connais pas son nom. J'ai du mal à souvent appeler son nom là. Zagronic, je ne sais quoi. Donc, il ferait mieux. Non, vous permettez. Non, moi, je pense, par rapport, puisque le gouvernement est dans une politique d'enlever, écoutez, ça là, je sais, le gouvernement est dans une politique... Le nouveau DG, quand vous voulez appeler ça là. Non, laissez le DG tranquille. C'est notre DG à nous tous. Le gouvernement aujourd'hui est dans une politique de retirer sur tout le territoire national les compteurs conventionnels. Oui. Et les compteurs. Et tout le monde sera à 4. Oui, tout le monde sera à 4. C'est ça pourquoi? C'est l'idéal. Je préfère même ça. C'est l'idéal. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Il faut prendre l'avis des gens. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons payer en ligne. Donc moi, je n'attends même pas l'arrivée de ces factures et j'invite et ça vous marche? Est-ce que ça vous marche? Oui, ça marche. Moi, le compteur prépayé, oui, c'est le meilleur. Payer en ligne. En ligne, ça marche. Oui. Non, mais vous achetez vos unités en ligne. En ligne, vous chargez, ça passe. Et ça passe très vite. C'est fini. Donc moi, je n'attends même pas que les gens... Mais la dernière fois, le système a eu un problème, vous vous rappelez? Je sais. Il va falloir travailler là-dessus pour qu'un jour, ça ne mette pas en péril tout le monde parce que ça ne va pas marcher pendant quelques heures et les gens veulent du mal à acheter des unités en ligne.
Tout à fait. Voilà. Donc, on va maintenant parler de la commune de Djidja, de Djougou. Qu'est-ce qui se passe avec l'installation des maires? Est-ce qu'on retombe encore dans d'autres pièges après la désignation ou l'élection de ces maires-là qui sont allés à l'Assemblée nationale? Vous êtes surpris de ce qui se passe à Djidja et à Djougou? Mais on était là quand vous avez nommé les maires. Non? Vous n'avez pas participé aux gens, permis aux gens d'aller à un jeu démocratique en faisant une élection pour connaître qui va gagner, qui va perdre. Et puis, à un moment donné, vous avez nommé quelqu'un, peut-être que les gens ont été obligés de se soumettre. C'est moi qui nomme. De toute façon, les gens ont été obligés de se soumettre, de se discipliner pendant un moment donné. Mais maintenant que certains maires en griffe nommés ne sont plus là, ils sont partis, il se fait que les gens disent maintenant c'est l'occasion de tout trouver pour faire leur jeu politique. Et là, on ne peut pas être surpris. Parce que aujourd'hui, il peut... mais s'il ne peut pas faire les choses de façon démocratique, on va encore le nommer un autre maire. Non, je ne sais pas si la loi interprétative leur donne encore la main pour nommer maintenant, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il est sûr, le parti va proposer quelqu'un, il y aura des négociations, et c'est ça le jeu réellement. C'est-à-dire que les 21 qui ont boycotté là, il va falloir aller négocier. Si quelqu'un veut être maire, il n'est qu'à aller négocier. Tout est négociation. Pour se faire aller conseiller là, vous êtes allé voir la population, vous allez négocier, non? Oui. Et pourquoi est-ce que pour être maire, vous ne voulez pas négocier, vous voulez compter sur la force de votre parti ou bien la force de vos chefs? Je crois que c'est là le jeu démocratique. Et je suis content de ce que ça arrive pour montrer aux acteurs politiques, à nos gouvernants, à ceux qui peut-être par le passé ont contribué à cette nomination de maire en 2020, que c'est ça le véritable jeu. C'est ça. On dit, en fond, à un moment donné, on a vivionné. Il faut que celui qui sera maire là comprenne qu'ils sont posés menacés à tout moment. C'est-à-dire que quand ils vont faire les tractations là, les gens vont boycotter, on va négocier, et puis il sera maire, il comprendra que sa légitimité ne tient pas d'un chef qui l'a fait ou d'un chef de parti qui l'a fait. Mais sa légitimité vient des élus qui l'ont mis là, après moult négociations. C'est ça qu'il est question. Oui, Mauril, je pense que... Vous avez nommé les maires? Non, personne n'a nommé de maire. Ce sont les tests qui amènent les chefs de partis politiques à faire des propositions. En réalité, d'abord, je voudrais dire quelque chose. Nous ne devons pas nous réjouir du malheur de X ou de Y. Non, nommé de maire. Expose les faits. Écoutez, est-ce que quelqu'un a nommé de maire au Bénin? Toi, tu n'as jamais vu ça? C'est ce que disent les tests. Ce sont les tests qui ont été appliqués. Nous marchons sur les tests. Nous sommes dans un état de droit. Une chose est claire. Vous comprenez bien ce que je dis. Vous savez, c'est au regard de ces tests que des maires ont été désignés, des maires occupaient leur poste. Ont été désignés. Vous avez dit désignés. Ont été désignés. Est-ce qu'il y a une élection? Est-ce qu'il y a une élection? La désignation. Que disent les tests? Est-ce qu'il y a eu élection? Qu'est-ce que les tests disent? Moi, j'appelle ça une nomination. Non, ça n'engage que moi. Non. Parce qu'après ça, il n'y a pas élection. Il faut écouter. Une désignation, ce n'est pas une nomination. Ce n'est non plus une nomination. Comment on dit? Donc, en bref, vous devez comprendre que nous sommes dans un état de droit et les tests doivent être respectés. Ce que moi, je voudrais demander à Abdoulaye Biot-Tchané, c'est d'écouter ses soutiens de base, d'écouter ses conseillers, que ce soit du côté de Djidja ou de Djougou, afin que ces communes qui relèvent fortement des conseillers BR ne basculent pas, ne connaissent pas de turbulence. Parce qu'il faut écouter ce que le peuple dit. Il faut écouter, c'est faire leur volonté, vous êtes d'accord? Il faut écouter ce que la majorité souhaite. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Et je pense qu'il est à l'écoute. Je pense qu'il saura raison garder. Abdoulaye Biot-Tchané. Il doit être à l'écoute. Il doit savoir raison garder. On doit lui faire le point s'il ne nous suit pas actuellement. Et je pense qu'il est conscient de l'enjeu. Et évidemment, vous savez, hier, quand je l'ai suivi, au palais des congrès, le gouvernement qui organise, j'ai vu ça, les journées nationales de développement. Les journées nationales de développement, dans ses propos, il a surfé sur plusieurs choses parce que lui-même, il reconnaît que le développement, c'est avant et après tout, c'est la base.
Voilà. Donc je pense qu'il a tout dit hier au Palais des Congrès. Merci beaucoup. Bon, nous on n'a pas suivi, on aura la chance de suivre après. Mais moi je pense sincèrement que vous l'avez. Vous avez désavoué ce que je disais, mais après vous avez. Écoutez, moi je dis seulement respectons les tests. Non, au moment où nous sommes dans un état de droit, je pense que Abdoulaye Biotchalé doit marcher sur la bonne logique. Non, c'est ça. Oui, vous l'avez dit. Vous dites qu'il faut marcher sur les tests et vous dites qu'il faut qu'il écoute les conseillers et qui réagissent. Mais c'est ça. Oui, les conseillers doivent respecter les tests. Non, les conseillers doivent respecter les tests. Alors, si les conseillers doivent respecter les tests, c'est qu'on ne doit pas les écouter. On s'impose comme on a pu s'imposer en juin 2020 pour mettre certains maires. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il va falloir permettre à ce que les conseillers essayent, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire, choisissent eux-mêmes leur maire, et que le maire comprenne qu'il tient sa légitimité de ses conseillers et qu'à tout moment, il peut être sauté s'il ne fait pas bien. Parce que aujourd'hui, vous avez constaté, il y a des maires, parce qu'ils savent que leur légitimité, ils tiennent ça de telle ou telle autorité, ils se permettent tout dans nos communes et personne n'en parle. D'ailleurs, même quand on en parle, personne ne réagit. Bien évidemment, je ne citerai pas de communes ici, mais c'est pour dire, laissons les gens qui ont été élus par la population choisir leur maire et attendons la suite. Voilà, très rapidement, pour finir, on va passer à autre chose. Nous sommes en train de suivre le cas du bloc républicain. Je pense que l'UP et le renouveau, c'est l'UP. Il y a Sova qui est dans le jeu. UP le renouveau, que UP le renouveau ne nous amène pas à vivre ce genre de trucs. Je pense que mon cher ami, l'homme fort, le politicien avéré, Joseph Diogbenou, est à l'écoute, il suit tout du très. Vous avez vu sa sortie, comment on appelle Agbaïzou. Et je pense que le week-end, il sera à Boycon, à Bomé, parce que nous sommes informés, à Boycon, nous avons appris qu'il y a un gros parti de l'opposition qui veut faire... rejoindre l'UPR. Mais c'est pour dire... Il se prépare pour 2026 déjà. Comme vous êtes il se prépare déjà pour 2026. C'est des tournées en prélude à l'élection présidentielle 2026. Agua, Moril ne peut pas se préparer pour 2026, puisque vous avez déjà plus de 40 ans. Ah ben, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que de partir, on vous pose une question par rapport à votre ami. Votre ami Diogbenou prépare déjà 2026. Écoutez, il nous a dit qu'il retourne au barreau. En tant que chef de parti, il retourne au barreau, évidemment. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est un travail libéral. Donc il peut y aller à tout moment, comme il peut laisser tomber. Bon, il a été à les choses. En tant que chef de parti politique, il doit se préparer. Tout chef de parti politique est dans la course de 2026. D'accord. Ce n'est pas forcément lui qui est candidat, mais le parti est candidat. J'attends Alada. C'est fini. Je l'attends là. Je serai à ses côtés. Vous êtes le maire d'Alada. Non, je suis fils d'Alada. Je parlerai aux gens d'Alada pour dire, merci à vous, Laurent Olatonigues. Merci Adrien Tchomakou. Merci pour vos analyses, tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. On retient quand même qu'il faut que la SB2 revoie sa copie et donc essaye de régler les problèmes des populations avant de passer à toute autre action. Je pense que le message est passé que le DG Zagronic, c'est ça Zagronic a donc reçu le message de ce matin. On leur souhaite du courage pour tout ce qu'ils font, pour les réformes, pour tout ce qui se fait. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Beaucoup d'efforts restent à faire.